Julien Vervel, merci, qui est de Bordeaux et qui va nous parler justement du rôle du site internet et du référencement naturel dans la communication digitale du chirurgien. Cher Julien, si tu veux bien te présenter. Merci, c'était très bien. On t'a pas remercié et applaudi. Alors, bonjour à tous. Nous allons traiter le rôle du site internet et du référencement naturel dans la communication digitale du chirurgien. Hop, voilà le programme. Dans un premier temps, on va parler vraiment du rôle du site internet dans l'environnement digital et puis ensuite le rôle du référencement naturel dans la communication du chirurgien et quelques cas pratiques qui sont glissés ça et là dans les différents programmes. Tu veux bien tu te présentes au début, là, voilà. C'est parfait. Je ne savais pas que tu avais une diapositive d'auto-présentation, c'est parfait. Ça ira très vite, merci à vous. Juste pour me présenter donc succinctement, effectivement, j'ai commencé comme infirmier sur le pôle universitaire du CHU de Bordeaux avant de reprendre un M1 de direction, master direction des établissements de santé et puis de fonder Elsie qui est une agence web spécialisée pour les professionnels de santé en 2019. Alors, le rôle du site internet dans un premier temps dans l'environnement digital du chirurgien. C'est vrai que pendant longtemps, les chirurgiens ont finalement utilisé leur patronyme comme marque, puis le développement de l'exercice de groupe et l'hégémonie d'Internet aussi a modifié finalement le développement de la pratique libérale. Alors, la visibilité et la réputation en ligne, on en a un petit peu parlé avec Thomas, sont aujourd'hui des enjeux majeurs pour les chirurgiens libéraux. Un site internet bien référencé représente la base… Si je peux me permettre, pas seulement libéraux. Numérique, tout à fait, pas seulement. C'est tous les chirurgiens. Un site internet bien référencé, en tout cas, représente la base d'une présence numérique pour un chirurgien. La communication digitale et le bouche à oreille numérique se sont particulièrement développés ces dernières années en s'imbriquant complètement dans un environnement digital de plus en plus complet. Et j'insiste sur ce point-là d'un environnement digital. On l'a vu avec Thomas et les réseaux sociaux dans un premier temps. Brièvement, le périmètre justement de la communication digitale, où on est avec le site internet. Alors, on a un petit peu parlé de Google My Business. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là parce que ça va vraiment être sur le site internet en lui-même et le référencement de celui-ci. On aura l'occasion d'y revenir, notamment avec Maître Fayon par la suite, et les réseaux sociaux, donc Thomas en a parlé, et puis également les forums et les blogs, dont on a un petit peu parlé également tout à l'heure. Alors, de l'identité digitale à l'e-réputation, je vais faire vite également, mais dans un monde qui est ultra connecté aujourd'hui, les éléments et les informations qui concernent les chirurgiens sont accessibles par l'ensemble des internautes. Ce sont donc des vecteurs d'information qui vont modeler la réputation numérique du chirurgien. La gestion de la réputation numérique est donc une nouvelle donne que les professionnels de santé doivent absolument intégrer dans leurs activités. Pour faire la liaison avec la question de M. Joannet tout à l'heure, voilà, ça fait le lien. Et puis les informations en ligne, elles ne peuvent pas être réellement maîtrisées totalement. En tout cas, on pourrait parler d'innotoriété au sens un petit peu plus large. Alors, le cadre législatif, les obligations ordinales, donc elles sont fixées par le CNOM, mais il nous dit quand même que l'information en santé en ligne, publiée par un médecin, peut améliorer le service médical rendu aux patients lorsqu'elle respecte les principes de l'éthique et de la déontologie médicale, ainsi que les compétences et les qualifications professionnelles. Donc, on se réfère à la déontologie médicale sur le web qui est parue en décembre 2011 et qui a été actualisée en janvier 2014 avec la charte de conformité déontologique qui est applicable au site web professionnel pour les médecins. Brièvement, on ne va pas lire l'article, mais en tout cas, l'article R4127-19, article 1er, qui vient vraiment en fait rappeler le rôle de la communication pour le chirurgien en disant bien que le chirurgien ou le médecin peut communiquer dès lors en fait qu'il respecte les principes fondamentaux d'éthique et de déontologie. On en a déjà un petit peu parlé avec Thomas et puis en fait c'est finalement des mots qui reviennent constamment lorsqu'on parlera de communication digitale pour les professionnels de santé. Alors, les attentes fondamentales d'un site internet aujourd'hui, à minima, qu'est-ce qu'il faut mettre sur son site web? Ça va quand même être les informations administratives dans un premier temps, avec les horaires d'ouverture, le plan d'accès, qui sont des informations qu'on va effectivement retrouver sur Google My Business, mais que le patient aime bien consulter à nouveau lorsqu'il est sur le site du praticien. La prise de rendez-vous en ligne également, donc ça peut être on-site ou sur une plateforme en ligne. Ça peut être juste un bouton de redirection de votre site internet vers une plateforme de prise de rendez-vous en ligne.
Les tarifs pratiqués, la convention du praticien, les moyens de paiement également, c'est quelque chose que vous pouvez préciser qui est important pour vos futurs patients ou pour vos patients. La présentation du chirurgien, son parcours et puis son équipe, c'est toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus avant de se rendre en consultation. Et puis également l'offre de soins qui va être proposée par le chirurgien. Alors, les petits plus, qu'est-ce qui sera attendu finalement demain sur un site internet ou qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a rempli ces informations à minima? Ça va être finalement de fournir de l'information qualitative aux patients, de transmettre de l'information médicale par le biais du vecteur web en fait. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc, ça va être de donner des informations détaillées sur les pathologies traitées et la prise en charge pré- et post-opératoire en chirurgie. Ça va vraiment avoir de l'intérêt pour le patient et ça va vraiment être une valeur ajoutée. Vous pouvez également prévoir une rubrique actualité qui permettra en fait que votre site internet soit fréquemment actualisé. C'est, soit dit en passant, très bon pour votre référencement naturel, mais on y reviendra. Un design épuré avec une navigation intuitive. Aujourd'hui, c'est pareil, on y reviendra un petit peu après, mais ce sont de vrais enjeux de proposer une navigation simple et accessible au plus grand nombre. Voilà, le web, tout le monde peut accéder au web, donc ça va de tout âge, aussi bien les jeunes qui sont les plus connectés, mais également les plus anciens qui ont découvert la technologie sur le tard. Ensuite, un design épuré, donc ça on en a parlé, pardon, des liens vers d'autres sites d'information fiables. Ça peut être les sociétés savantes. On sait que les sociétés savantes rédigent des fiches pour chacune des pathologies qui vont être traitées. Vous pouvez vous appuyer là-dessus, proposer un lien de redirection vers ces sociétés savantes. C'est toujours intéressant pour que le patient puisse bénéficier de davantage d'informations. Attention, je précise néanmoins qu'il n'est pas bon en termes de bonnes pratiques de copier-coller ces fiches de la société savante. D'abord parce que le contenu texte ne vous appartient pas et puis qu'en plus, sinon tous les sites auraient finalement le même contenu et donc on aurait de vraies problématiques dans le référencement par la suite. Et puis ensuite, l'interactivité. Alors, on en a parlé aussi tout à l'heure avec la possibilité de poser des questions non médicales, c'est bien stipulé, en amont de la consultation. Ça peut être par le biais d'un chatbot. Je pense que ça va se développer dans les prochaines années. Ça existe déjà, ça tourne très bien, mais en santé, je pense que ça va continuer à se développer. Je pense notamment aux établissements de santé, les cliniques par exemple. Mais ça peut être également pour un praticien accessible par le biais de WhatsApp qui va être câblé finalement à un numéro de secrétariat, un numéro mobile. Important de traiter la problématique de web design aujourd'hui parce que, outre finalement l'information en elle-même, évidemment, c'est la qualité du contenu qui va être proposé sur votre site internet qui va être essentielle pour satisfaire l'internaute. Mais aujourd'hui, c'est bien la forme qui fera que votre site sera visité ou pas. Et donc, c'est tout l'enjeu du web design. Donc, je vous ai pris là 3 exemples, un avec un chirurgien réfractif, un chirurgien urologue au milieu et puis un chirurgien orthopédiste sur votre droite. Alors, les enjeux du web design, ça va vraiment être de mettre en forme les informations qui sont fournies par un site internet à travers un ensemble de contenus. Donc, quand on parle de contenu, on parle aussi bien de contenu texte que de contenu visuel, donc ni plus ni moins photos, vidéos. Le web design doit donc organiser l'information dans les pages du site et adapter au mieux les contenus pour la navigation et pour les utilisateurs. En fait, l'objectif, c'est que le visiteur du site y perçoive clairement l'information et qu'il l'assimile aisément et instantanément. Pour y parvenir, la conception d'un design web suit un processus bien défini qui va être jalonné par différentes étapes. Chaque agence aura plus ou moins les mêmes étapes. Et puis, donc, du départ de la définition du besoin du praticien jusqu'à finalement la livraison du site, en passant par la réalisation des maquettes graphiques, mais jusqu'au point Z qui va être la livraison. Un exemple qui, je trouve, quand même illustre bien l'avant-après et puis l'enjeu du web design. J'ai pris l'exemple d'un chirurgien urologue où en fait on a construit l'ensemble de son identité digitale, donc par le biais du graphisme comme support. Donc en gros, représenter de l'urologie, ça peut être parfois complexe. Donc nous, on est passé par finalement le dessin pour essayer d'expliquer simplement et de mettre en valeur l'expertise de ce chirurgien-là. Donc on peut voir le avant où vraiment on avait une image qui était impersonnelle, qui vient d'une banque d'images qu'on peut trouver partout, qui finalement n'amène pas vraiment d'expertise ou du moins ne conforte pas l'expertise du praticien. Et puis un web design sur votre droite qui vient justement préciser réellement les spécialités de ce chirurgien-là. 5 fondamentaux du web design, parce qu'on n'aura malheureusement pas l'occasion de traiter toute la problématique en profondeur. La première, ça serait d'opter pour la technologie qui va être adaptée à vos besoins. Parce qu'en fait, il n'existe pas une seule manière de construire un site internet, mais il y en a plein, il y a différentes technologies. Et donc, en fait, l'objectif premier, ça va être d'abord de définir vos enjeux et vos besoins pour, en fait, vous faire conseiller sur la technologie qui va suivre. Honnêtement, aujourd'hui, pour des besoins web et en même temps de référencement, un CMS comme WordPress est une excellente alternative.
Clairement, 95% de notre clientèle aujourd'hui est sur le CMS WordPress. C'est à peu près 2 sites sur 3 dans le monde, hein, pour vous donner une ordre d'idée. Donc, le web, quand même, repose bien évidemment sur ces CMS-là. Ensuite, ça serait de concevoir une arborescence efficace. Donc, on en a parlé. Tout l'enjeu, c'est d'offrir une navigation en fait, qui va être intuitive aux patients, qui trouvent l'information aisément. Et ça, peu importe qu'il ait l'habitude ou non de naviguer sur le web. Donc, ça, c'est un réel enjeu aujourd'hui. C'est finalement la base de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, donc le user experience. Je m'excuse à l'avance pour le nombre d'anglicismes que je vais utiliser aujourd'hui. Malheureusement, quand on travaille dans le web, c'est aujourd'hui monnaie courante. Il convient donc de travailler en amont en fait, du développement sur l'architecture de votre site internet pour favoriser justement le côté intuitif de votre navigation par la suite. Ensuite, ça va être de privilégier le responsive design. Alors, le responsive design, c'est quoi? En fait, c'est une approche de la conception web qui permet d'adapter votre contenu aux différentes tailles d'écran. Aujourd'hui, on sait que l'immense majorité des internautes utilisent leur smartphone. Donc, il est très important que votre site soit compatible sur smartphone, tablette et également sur desktop, donc en version web. Aujourd'hui, les développeurs, clairement, ils développent en mobile first. Mobile first, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on part carrément de la version mobile pour aller sur la version desktop. C'était encore l'inverse il y a peu. Donc voilà, tout ça évolue très vite dans le digital. En quatrième, ça serait de proposer un contenu structuré et qualitatif pour le patient. Donc là, j'insiste parce que c'est névralgique, c'est le cœur de l'information que vous allez transmettre. Donc c'est vraiment votre expertise. Proposer un contenu rédactionnel aujourd'hui, c'est indispensable, qu'il s'agisse du contenu texte ou des photos. Les patients sont de plus en plus sensibles en fait à la compréhension et à la bonne transmission des informations du médecin. Voilà, c'est un petit peu, Thomas le disait tout à l'heure, hein, mais votre vitrine digitale, donc proposer un contenu adapté avec une valeur ajoutée. Et puis enfin, le dernier conseil qui va me permettre de faire la liaison avec le référencement naturel, ça va évidemment d'être visible sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, avoir un super site internet, s'il n'est pas visible, concrètement, ça sert à pas grand-chose. Vous le verrez par la suite, je vais m'appuyer sur des chiffres pour justifier ça, mais vous apercevrez que seulement 6% des utilisateurs de Google, hein, qui est le premier largement moteur de recherche en France, vont sur la deuxième page de Google. Donc, si votre site ne se positionne pas in fine dans les premiers résultats, vous avez peu de chances qu'il soit consulté et donc visible. Bon, ça, c'était un exemple d'identité digitale qu'on avait créé pour un chirurgien orthopédiste où vraiment, justement, un peu sur le même principe que l'Uro tout à l'heure, là, on a conçu à la fois le logo, également des petites icônes pour mettre en valeur sa spécialité en chirurgie orthopédiste du membre supérieur et puis la réalisation du web design qui en a suivi. Le rôle du référencement naturel dans la communication digitale du chirurgien, c'est pareil, je m'excuse par avance, on va avoir l'occasion de traiter l'ensemble de la complexité du référencement naturel. Toujours est-il, ça sera une première introduction. Il est important de redéfinir le périmètre du référencement d'abord. Pourquoi? Parce qu'en santé, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Le SIA et le SEO sont les deux tenants et aboutissants, enfin les deux représentants, si vous voulez, du référencement aujourd'hui. Le référencement SIA, qui est donc Search Engine Advertising, est lui interdit pour les professionnels de santé, donc on ne va pas trop s'y attarder. On va le définir, hein, c'est une solution publicitaire qui est proposée par les moteurs de recherche pour apparaître en premier dans les résultats des moteurs de recherche. Ni plus ni moins, c'est ce qu'on entend vulgairement, acheter Google aux mots-clés. Hein, vous allez acheter des mots-clés et tant que vous payez les mots-clés, votre site se positionnera en haut. Je le rappelle, c'est interdit pour les professionnels de santé. Nous ne le faisons pas à l'agence et nous ne préconisons pas aux professionnels de santé de le faire. A contrario, le SEO, qui donc définit le Search Engine Optimization, lui, c'est l'art de positionner un site internet ou une application dans les premiers résultats naturels des moteurs de recherche. Et j'insiste sur ce mot naturel. Donc en français, c'est effectivement ce qu'on appelle le référencement naturel pour désigner le Search Engine Optimization. Alors, juste un exemple pour qu'on comprenne bien et pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Un exemple de SIA sur votre gauche, en fait, vous avez la petite annonce, hein, vous voyez en haut qui est affichée annonce. Donc là, on est typiquement dans un cas de référencement payant. Et puis, vous avez ensuite un résultat où il n'y a pas d'annonce qui apparaisse. Et là, vous êtes dans un résultat qui est naturel, obtenu naturellement. J'ai pris l'exemple de la médecine esthétique, évidemment, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de spécialités qui font de la publicité payante. Donc, c'est rassurant aussi quelque part. Une
une petite introduction. Donc aujourd'hui, les recherches sur Internet, c'est clairement l'apanage de Google qui possède 94% des parts de marché en France. Il apparaît essentiel que votre site Internet soit parfaitement adapté aux nombreuses exigences et surtout aux exigences croissantes du moteur de recherche américain. Il est donc indispensable de préparer son site Internet dès sa conception pour le rendre techniquement adapté à ces différentes contraintes de Google et ainsi éviter la désillusion d'avoir un site Internet en fait qui va être invisible. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent à l'agence en me disant je viens de faire mon site Internet, mais en fait, on le trouve nulle part. Et aujourd'hui, il est réel que l'enjeu numéro 1, c'est d'abord le référencement avant le site Internet, entre guillemets, même si les deux, évidemment, travaillent ensemble. Enfin, permettent la même finalité. Les enjeux, ils se décrivent ne serait-ce que par cette statistique, 92% des internautes qui s'arrêtent sur la première page de Google. Donc effectivement, c'est la finalité du SEO, bien ranker, comme on dit dans le jargon, pour être visible. Ranker, ni plus ni moins, c'est remonter dans le positionnement des algorithmes. À l'heure de la désinformation aussi médicale, dont on parlait tout à l'heure, il apparaît quand même nécessaire que l'information médicale soit véhiculée par des médecins et ou des professionnels de santé. Et c'est aussi à ça que doit servir le site Internet, c'est finalement à transmettre et à véhiculer de l'information médicale au plus grand nombre, soit par le biais d'un discours qui va être vulgarisé, soit par le biais d'un discours qui va être très adapté, mais répondre spécifiquement à des questions sur votre site Internet, par le biais d'une FAQ par exemple, ou le détail d'une pathologie ou d'une prise en charge. C'est toujours bon à savoir quand même parce qu'on entend un petit peu tout et rien sur le référencement naturel. Sachez simplement qu'il n'existe pas un seul, mais plusieurs, une multitude d'algorithmes Google. C'est toujours bon de le savoir. Les principales mises à jour, elles concernent généralement la qualité globale du site et non la structuration en elle-même des pages web. Je ne dis pas que ceci ne peut pas évoluer, mais aujourd'hui, on est vraiment sur la qualité. Donc, tout ce qui est mis à jour, on avait l'habitude d'entendre un petit peu des noms farfelus. Aujourd'hui, Google les appelle Core Update et il rajoute la date derrière. Donc Fred, Phantom, tout ça sont complètement intégrés dans ces nouvelles mises à jour. Le Black Hat aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais Google clairement affiche sa volonté d'expurger tous les sites de mauvaise qualité de ses algorithmes. C'est aussi son enjeu. Si on utilise tous Google, c'est parce que Google répond, ou en tout cas, on juge que Google répond le plus précisément possible à nos requêtes. Donc, il a envie de maintenir ce niveau de confiance avec ses utilisateurs. Donc, il cherche finalement à supprimer, à déclasser ou à faire disparaître les sites qui tentent de manipuler ces algorithmes. Alors, comment on les manipule? Ça peut être par le biais de pratiques automatiques ou frauduleuses. On ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais toujours est-il, sachez que ça existe et que si vous allez dans la suroptimisation, votre site peut être Black Hat, déclassé ou supprimé. Et puis enfin, je l'entends aussi souvent et j'alerte vraiment sur ce point de vigilance, un petit peu comme avec les faux likes tout à l'heure avec Thomas, mais aucune agence web ne travaille avec ou pour Google. D'accord, Google est indépendant. On peut passer des certifications auprès de Google, mais on ne travaille pas avec ou pour Google. Voilà, on a eu l'occasion d'un client commun avec Thomas qui nous a dit qu'effectivement l'agence travaillait, le mec travaillait pour Google. Non, ça n'existe pas. Soyez vigilants là-dessus. 5 fondamentaux du SEO. Alors le premier, ça serait de bâtir une stratégie SEO sur le moyen et long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le référencement naturel ne répond qu'à une logique de moyen et long terme. On a dépassé le... C'est bon. Ne répond qu'à une logique de moyen et long terme, puisque Google ne se phagocyte pas. On a vu le SIA tout à l'heure. Le SIA pour Google est une stratégie court terme et le SEO vient en fait en complément avec une stratégie moyen-long terme. Voilà. Les critères clés des algorithmes fonctionnent sur une échelle de temps qui sont grandes, même si les bots viennent crawler vos pages web régulièrement. N'oubliez pas que certains éléments clés nécessitent quand même un petit peu plus de temps. Voilà. Choyez l'optimisation on-page. En fait, dans le SEO, vous avez plusieurs optimisations possibles. Vous avez le on-page ou le off-page. Donc, le on-page, on est vraiment sur votre page web. Ça va vraiment reprendre l'ensemble des métadonnées, des balises alt, les slugs. En fait, c'est tout ce que vous consultez quand vous faites une requête sur Google. Vous avez un titre en bleu qui apparaît, puis une description. Ce titre-là s'appelle un métatitre et cette petite description, c'est la métadescription. Et en fait, ça fait partie intégrante des bonnes pratiques de SEO aujourd'hui. Donc, quand l'utilisateur tape une requête et qu'il lit la petite description, c'est finalement le référenceur qui a écrit cette partie-là en amont lors du développement du site. Soignez votre maillage interne. Alors, c'est toujours important dans votre site Internet d'avoir des liens qui amènent vers votre site Internet. En fait, c'est de construire toute une stratégie de maillage en interne par le biais de boutons, par exemple, en bas de page ou d'un footer qui va permettre de faire un lien pour les pathologies suivantes.
Développer votre autorité auprès de Google. Alors, je vais faire vite aussi parce que ça, c'est de la stratégie du netlinking, mais c'est en gros l'achat de liens ou d'autorités par le biais de netlinking pour renforcer votre autorité et donc votre référencement auprès de Google. Ce sont des techniques. Et puis enfin, piloter votre stratégie SEO par les métriques, pas par les promesses. Là, je prends un petit peu plus de temps, c'est toujours important. C'est pas une science, c'est clairement, c'est pas de la sorcellerie le SEO, c'est clairement une science. Donc, on peut s'appuyer sur les chiffres. Il faut pas tout prendre tous les chiffres ou tous les métriques au pied de la lettre, évidemment. Vous aurez en plus des disparités en fonction des outils que vous allez utiliser, mais ça permet de dégager une tendance et effectivement de définir une stratégie par la suite. Pourquoi c'est un art en évolution constante, le référencement naturel? Clairement parce que les algorithmes, ils évoluent fréquemment et un bon référenceur se forme de lui-même plusieurs fois par an pour répondre à ces nouvelles exigences des algorithmes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier à part entière dans de nombreuses branches d'activité, surtout dans le digital. En fait, le développeur informatique, le webmaster, celui qui va développer votre site internet, en fait, il va respecter les bonnes pratiques qui ont été mises en place en amont par le référenceur. L'intérêt de passer par une agence spécialisée en santé, c'est déjà qu'il y a une vraie compréhension des besoins en matière de communication pour le praticien ou le professionnel de santé. Le digital doit aujourd'hui, à mon sens, permettre une communication déontologique qui va favoriser l'information médicale au profit de l'éducation thérapeutique du patient. Voilà. Une agence web spécialisée en santé, elle maîtrise parfaitement la charte de conformité déontologique, elle connaît également les besoins et les enjeux de chaque spécialité, notamment en guise de référencement naturel. Voilà, développez votre visibilité digitale, soignez votre e-réputation médicale en apportant toujours une valeur ajoutée aux différentes informations transmises. Voilà. J'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe de l'Académie, et particulièrement le professeur Albert-Claude Benamou pour son accueil aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci à vous. Très bien, bravo. Merci. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne. On a actuellement plus de 25 participants en ligne. C'est bien. Question, Hubert Jeunet. Oui, dans des temps très anciens, il existait la charte HON, H-O-N, pour les sites médicaux. Ça existe encore? Qu'est-ce que c'est devenu? Alors, ça existe encore, mais c'est pas réellement utilisé. Un temps, effectivement, c'était, je dirais, il y a une petite dizaine d'années. Là, tous les sites qui étaient réellement fiables, avec une vraie information, une vraie valeur ajoutée, étaient en conformité HON. Je ne sais pas si on dit on-code, je crois. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus réellement le même enjeu autour de tout ça. Et en fait, les agences ne font plus certifier les sites des professionnels de santé. Vous avez par contre la possibilité, je crois, de demander un point chirurgien-dentiste ou un point votre spécialité en passant par le CNOM. Voilà, il faut faire une demande et un dossier préalable, mais vous pouvez avoir un nom de domaine qui se termine par votre... On a notre avocate qui va peut-être compléter la réponse. Alors, pas du tout, c'est que je me pose une question. Nous, en tant qu'avocats, je fais un parallèle, on doit faire valider nos sites par l'ordre avant de pouvoir les mettre en ligne. C'est la même chose chez les médecins? Le chirurgien? Non. Il n'y a pas cette nécessité. Il n'y a pas cette exigence. D'accord. C'est un contrôle a posteriori, pas a priori. Ça pourrait être une bonne idée, en fait. Ça pourrait éviter certaines dérives. Pas nous, en tout cas, parce qu'on a la même interdiction de publicité. Et... Je pense que l'Ordre des médecins est impuissant et devrait voir Ronald. Oui, il devrait consulter l'Ordre des avocats. Et Hélène Sussman pour avoir une certaine action, parce que l'Ordre des médecins ne fait strictement rien du tout. Et moi, personnellement, je suis dans le domaine, je suis ophtalmo, donc je connais bien les centres de chirurgie réfractive qui se fichent complètement de la partie déontologique dont vous avez parlé, qui achètent des mots-clés, qui d'ailleurs font le compte de leur efficacité, d'ailleurs, sur leurs mots-clés, qui sont aussi bien dans des annonces que dans des achats de patients, etc. Et l'Ordre des médecins, et qui sont même connectés avec des mutuelles qui leur envoient les patients. Et donc, il n'y a absolument aucune action quelconque de l'Ordre des médecins. Donc, on a l'impression que c'est quand même un no man's land dans lequel il y a c'est comme, comment dirais-je, sur l'autoroute. Hein, donc, quand il y a des encombrements, il y a 98% des personnes qui restent dans la ligne, et puis il y en a 1 ou 2% qui se battent. Et franchement, il ne leur arrive strictement rien du tout.
C'est sur dénonciation, généralement, effectivement, lorsqu'il... Non, mais je cautionne pas spécialement, mais en tout cas, lorsqu'il y a effectivement un litige, généralement, ça part d'une dénonciation, effectivement. Ronald, et puis après Patrice. Je suis jeune chirurgien, je m'installe. Je suis qualifié en chirurgie digestive, par exemple. Et je veux faire un site internet. Ça me coûte combien? Alors là, c'est la bouteille à l'encre. Ça peut être pas cher ou comme très cher. Ou alors tu le fais toi-même et tu crois être Monsieur Jourdain, c'est-à-dire que tu sais pas, tu fais des choses sans savoir. Spécialiste. Ça me coûte très cher chez un spécialiste de la chose. Alors, si je peux vous répondre, en matière de site internet, en fait, c'est un petit peu, je vais prendre une métaphore que tout le monde connaît, comme quand on achète une voiture, en fait. Vous pouvez acheter une voiture à 1 000 € sur le Bon Coin, d'occasion, qui aura quelques kilomètres et peut-être des frais à prévoir, ou alors vous pouvez aller chez un grand constructeur très connu, allemand, par exemple, pour avoir le dernier modèle. En fait, c'est un petit peu la même idée pour votre site internet. Ça va dépendre en réalité du travail qu'il y a à faire derrière, parce que ni plus ni moins, une agence, qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend du temps, elle vend du jour homme. Donc, en réalité, ça va être de bien définir le temps qu'il va falloir pour concevoir votre site internet, pour en fait vous donner un prix au plus juste en fonction de votre besoin. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un site internet, on peut avoir une landing page, donc c'est juste une seule page web, voilà, avec des encres certes, mais une seule page web, ou alors vous pouvez avoir un site qui va faire entre 50 et 60 pages. Naturellement, vous comprenez de vous-même que ça ne va pas être le même. Mais par ailleurs, les tarifs ne sont pas formatés. Il n'y a pas de règles. Si tu veux prendre un web designer, tu peux l'avoir à 100 € de la journée comme à 3 000 € de la journée. Donc, ils vont se faire payer leur talent, leur manière de savoir se vendre. Et c'est pareil pour les développeurs, c'est pareil pour tout ça. C'est vraiment les tarifs sont extrêmement étendus. Le point important, c'est le référencement attendu. Donc, et tu peux aussi payer du référencement naturel optimum. Tu peux optimiser le référencement. En plus, il y a plein de pièges. Je pense que c'est important d'avoir écouté Julien parce qu'il a expliqué en fait la complexité qu'il y a derrière et qui nous échappe à la plus grande partie d'entre nous. Mais on peut aussi se faire avoir parce qu'il y a des algorithmes, il y a des espèces de robots en ligne qui te donnent l'illusion que tu es vu. C'est-à-dire, ils consultent automatiquement ton site de manière répétitive. Donc, ils donnent un nombre de liens qui sont supposés être réels, mais qui sont complètement fictifs. Donc, tu peux multiplier par 100 000, tu peux croire qu'il y a 100 000 links, et en fait, tu n'en as qu'un, qui est celui du robot, qui répète les demandes. Donc, attention à ça. Et quand on ne le sait pas, on se fait avoir. C'est un peu ça. Hein, les bots, tu as parlé des bots, c'est ça, les bots, c'est les robots qui font le job, mais il y en a plein, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein, parce que c'est un système incroyable qui s'auto-surveille en permanence. Le web est devenu une espèce de monde où il y a un nombre de logiciels qui agissent les uns sur les autres, à la fois pour développer, surdévelopper, contrôler, contre-développer. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de sujets avec ce qu'on voit en Russie, avec l'intervention de puissance à l'intérieur des campagnes électorales, etc. C'est parce que tout ça fonctionne sur une manipulation des algorithmes. Et quand on ne voit pas ça, donc c'est un monde extrêmement complexe. En plus, il y a les virus, il y a les contre-virus, il y a toutes sortes de... Et tout le monde gagne de l'argent sur ce développement-là. Il y a une question. Tout à fait ça, c'est bien ça. Et alors, il y a des questions dans la salle. Ah oui, Patrice Le Floch-Prigent, mon cher ami. Oui, c'est une mini-question. Et donc, je demande l'indulgence de Maître Fayon parce que c'est législatif. Elle est là, elle va très bien. Oui, je demande son indulgence, voilà, parce que dire des choses, c'est une toute petite chose. Je crois que vous avez un petit peu confondu le législatif et la loi, puisque un décret 2020-1662, article 1 du 22 décembre 2020, c'est un décret, c'est très bien. Montrer un code d'ALO, c'est tout rouge, mais c'est pas une loi. Donc vous avez dit que c'était, vous avez dit décret puis après loi, mais c'est pas grave, c'est pas ça ma question du tout, c'est même pas une remarque. Sauf que le code civil et le code pénal, par exemple, c'est pas marqué loi ou c'est marqué L, mais il n'y a que des lois. Donc ce sont des codes composés que de lois, alors que les autres
il y a 50 codes en France et 50% simplement des lois y sont et 35% simplement des décrets, voire des arrêtés. Donc, vous voyez qu'il y a, c'est un domaine qui nous dépasse, enfin, moi je trouve, les médecins. Et ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt et est-ce qu'il y a des choses dans la législation européenne dont je rappelle que les règlements sont en fait des super lois européennes qui s'imposent à tous les États membres qui ont signé les traités, c'est-à-dire notre cas, et qu'après, il y a des directives qui, elles, doivent être adoptées et adaptées, mais en fait, on peut truquer, on peut s'arranger pour ne pas les prendre. Donc, par les pays qui ont signé les traités, et après, il y a les lois nationales qui sont, donc les nôtres, françaises, qui sont en dessous, puis des décrets, puis des arrêtés. Donc, il y a une immense complexité de la législation. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, parce que je pense que même s'il n'y a pas des conseils de l'ordre dans tous les pays, ou s'ils sont différents, par exemple aux États-Unis, c'est tout à fait très bien de faire des panneaux de 10 mètres de large pour vanter, par exemple, c'était le cas de Debaquet, qui maintenant, je crois, est mort. Donc, il avait une chaîne de prise unique et il mettait « Faites-vous opérer par Debaquet » quand on descendait de l'aéroport. C'était M. Ménager. Tout à fait, j'ai vu ce panneau. Oui, ben là, lui, il avait passé ses camps de vacances il y a 40 ans là-bas. On racontait des petites histoires, mais c'est ça qui l'avait le plus frappé. Hein. Est-ce que notre juriste peut te répondre? C'est ça ma question. Parce qu'elle va intervenir à légiférer sur le plan européen. Alors, il y a toujours un intérêt à légiférer sur le plan européen. La vraie difficulté, elle est pratique. Enfin, pratique, c'est-à-dire... Pardon, Ronald, excuse-moi. C'est qu'en réalité, les tribunaux français appliquent les lois françaises. Bien évidemment, on est parfaitement en droit d'invoquer les textes européens devant les tribunaux français. Maintenant, ils appliquent quand même principalement la loi française et c'est la CEDH qui va contrôler en réalité la légalité de la décision française au regard du droit européen. Et donc, la sanction, elle viendra ensuite par la CEDH si les tribunaux français n'ont pas respecté les principes européens. Je ne parlais pas de sanctions ou de recours. J'ai compris de légiférer, mais est-ce que... Pas de dialogue direct, on fait la réponse. Je pense qu'en fait, les tribunaux français, certes, appliqueront les lois européennes s'il y en a, enfin les directives, mais ils vont d'abord s'attacher aux lois françaises qui existent en la matière. Voilà, ma question c'est, est-ce qu'il y a des textes européens dans la matière que vous nous avez exposée? Alors, à ma connaissance, non. Je m'excuse, soit dit en passant, du coup, pour mon erreur. C'est vénial, c'est parce que c'est une science toute neuve, je suis très content. Non, d'un point de vue européen, moi, à ma connaissance, j'ai pas vu de texte de loi qui viendrait baliser effectivement une conduite européenne, finalement, un petit peu. C'est ça que vous... C'est ce que vous laissiez entendre, puisque vous n'avez pas si faux. Oui, donc il n'y a pas de loi, semble-t-il, européenne dans ce domaine. Mais on peut peut-être se donner le temps d'explorer la question parce que je ne suis pas sûr de la réponse. Il faut peut-être vérifier. Que je peux apporter un élément dans ce débat, s'il vous plaît? Un élément juridique. Oui, allez-y. Très récemment, en décembre 2020, le Conseil d'État a abrogé un article du Code de la santé publique qui interdisait à un médecin de pratiquer son exercice comme un commerce. Or, cette attitude a été condamnée par l'Europe, je ne sais plus quel organisme, qui a expliqué qu'il s'agissait d'un service comme un autre et que donc l'Europe étant essentiellement basée sur des problèmes économiques, comme chacun sait, et que donc on ne pouvait pas exclure les soins, la médecine de ce champ commercial. Et donc, il y a récemment, le Conseil d'État a abrogé, c'était fin 2020, un article du Code de la santé publique sur ce thème. Donc, actuellement, vous avez le droit de faire de la publicité, de vous vendre sur un site parce que la loi française s'est conformée au droit européen.
C'est Une petite précision. Oui, bien sûr. C'est qu'effectivement, c'est au nom de la libre concurrence des prestations de services, en fait. Effectivement, sur le texte que vous évoquez, c'était, il me semble, l'exemple d'un chirurgien dentiste qui avait été attaqué parce que son cabinet était trop visible. Et en réalité, il n'a pas été condamné puisque au nom de la libre concurrence des prestations de services et la santé étant considérée au niveau du droit européen comme une prestation de service. Alors, je me permets d'interpeller Vanina, si elle nous écoute, qui est en ligne, Vanina Bachvarova, qui est une juriste de l'IRCAD à Strasbourg, qui travaille avec nous sur la RGPD et l'image médicale mise en ligne sur les sites, etc. Est-ce que, Vanina, vous avez écouté les questions? Est-ce qu'il y a une législation européenne est-ce qu'elle nous entend déjà? Vanina, vous êtes là? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro si vous nous entendez? Peut-être pas. Ça nous donne l'occasion de saluer notre ami du Niger, Rachid Sani, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Monsieur Benamou. Je suis bien connectée. Ah ben voilà, Vanina répond. Oui, juste par rapport à la question, s'il vous plaît, si vous pouvez juste répéter la question. C'est par rapport à la libre concurrence? Oui, la libre par concurrence. Rapport à la protection des. Est-ce qu'il y a une législation européenne qui domine la législation française, qui s'impose à la France? Par rapport à la libre concurrence. Après, c'est un principe très général. Et à vrai dire, sur la jurisprudence récente, je n'ai pas suivi cette question. Mais effectivement, la libre concurrence, je sais que pour les médecins, il faut faire attention par rapport à la communication pour ne pas faire de la publicité de cette activité, même si c'est une prestation de service. Après, comment la jurisprudence a évolué par rapport aux sanctions vis-à-vis de la publicité de ces prestations de services qui sont les services médicaux. Ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre. Par contre, pour tout ce qui est relatif à la protection des données personnelles des patients et les données médicales, je suis à votre disponibilité. Ce qui a été dit tout à l'heure par Thomas et qui en introduction par rapport à la déontologie, c'est ce sur quoi les instances juridiques sont vraiment intraitables, et elles ont raison, c'est la divulgation en quelque manière, même avec l'accord éventuel des patients, du secret médical professionnel. Et là, il y a une interdiction formelle de tous les débordements, et on en a parlé avec Vanina parce qu'on travaille sur le sujet avec Hubert Joannet, etc., pour savoir jusqu'à quel point les collègues doivent être conscients d'éviter toute divulgation, même s'ils pensent même ils ont fait signer à leurs patients une autorisation, eh bien, ils n'ont pas le droit de transgresser le secret professionnel. Oui, tout à fait. Donc, le secret médical, donc c'est une obligation. C'est une obligation générale et absolue qu'on ne peut pas, même avec le consentement du patient, on ne peut pas ne pas respecter le secret médical. Et c'est, je dirais, toute la problématique aujourd'hui avec ces communications sur les réseaux sociaux, même par rapport à la formation des chirurgiens. On dévoile de plus en plus de l'image, des photos médicales des patients. Et justement, on se pose la question, comment protéger ce secret médical qui est une obligation absolue pour les professionnels de santé. Et donc, il y a les problématiques relatives à la protection des données personnelles, tout ce qui est RGPD, loi informatique et liberté, code de la santé publique. Il y a également la problématique relative au droit à la protection du secret médical, c'est dans le code de la santé publique également. Il y a aussi le droit à l'image. Donc, c'est différentes problématiques juridiques qui doivent être gérées par les professionnels de santé qui souhaitent communiquer ou utiliser des informations personnelles relatives à la santé des patients.
Merci beaucoup. Vous voyez, donc le domaine est très vaste, aussi bien sur le plan et de la complexité, sur le plan des logiciels, des algorithmes et en même temps du domaine du juridique, de tous les droits qu'on doit respecter. Donc quand on fait de la communication digitale, quand on est chirurgien, il y a vraiment beaucoup de dangers. Il faut faire très attention. Notre ami Hubert. Oui, non, mais pour clarifier le message, moi j'avais la notion que le Conseil d'État s'était prononcé sur le fait que les médecins pouvaient donner de l'information aux patients, mais n'avaient pas le droit de faire de la publicité. Qu'est-ce qu'il en est? Bien sûr. Les médecins, c'est dans le code de la santé publique. Les médecins n'ont pas le droit de faire de la publicité. Là, il y a eu une légère ouverture, voilà, en 2020, mais c'est extrêmement encadré. Et le principe, c'est pas de publicité directe ou indirecte. C'est ça. Il y a apparemment dans la salle une autre juriste, une autre spécialiste. Vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Alexia, je suis responsable de la communication pour Branchet, l'assurance des médecins. Je ne suis pas avocat ni juriste, mais on a travaillé avec Maître Estève qui travaille avec nous sur un guide sur les médecins, les réseaux sociaux. Et suite à ce décret, on a donc modifié le guide. Et en effet, il y a quelques modifications sur l'information. Maintenant, on peut mettre son CV sur son site internet. On peut préciser la sous-spécialité quand on a une sous-spécialité. Donc, on peut être un peu plus précis sur son activité, mais la médecine n'est pas un commerce. Et ce que disait le docteur qui a rejoint l'académie tout à l'heure, c'est absolument faux. On ne peut pas faire de publicité, même s'il y a eu ce décret, c'est totalement interdit. Mais c'est vrai que les textes ne sont pas très clairs en la matière et qu'il y a des nuances sur ce qu'on peut dire et qu'est-ce qui est de la publicité et qu'est-ce qui n'en est pas. Et c'est pour ça que le Conseil de l'Ordre doit normalement remplir cette fonction aussi de... Oui, ça veut dire que le Conseil d'État ne s'est pas aplati devant une... Il y a un débat là. Est-ce que le Conseil d'État s'est aplati, a baissé la garde devant une recommandation européenne ou pas? C'est ça la question qu'a posée notre collègue. C'est que quelque part, il y a eu une espèce de renoncement. Non. Non, moi, le Conseil d'État, c'est les juridictions administratives. Donc après, il y a aussi différentes. Il faut aussi voir ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les mêmes lois. Enfin, si, c'est les mêmes lois, je vais pas dire n'importe quoi, mais c'est deux juridictions. C'est pas le même cadre. Hein. C'est pas le même terrain, c'est-à-dire que les juridictions administratives, elles vont s'occuper de tout ce qui est administratif, contrairement aux juridictions judiciaires qui vont juger des médecins. Alors, on aura les hôpitaux d'un côté qui vont aller devant le Conseil d'État, et on aura les médecins libéraux qui vont aller devant les juridictions judiciaires. Alors, évidemment, le principe de la publicité, ça reste le même. Pierre Devallée, est-ce que tu voudrais repréciser ta pensée, parce que c'est pas très clair finalement. Ton intervention a suscité un débat sur lequel moi je sais pas qui a raison. Oui, je voulais préciser. Je suis allé, vu le temps, j'ai été un peu court. Et certes, le Conseil d'État n'a pas dit que désormais on pouvait exercer ça comme un commerce, mais il ouvre la voie à disons, à la possibilité de considérer qu'on peut, disons, se présenter sous un bonjour, etc. Alors après, c'est, comme l'a dit une des intervenantes, c'est très ambigu, comme beaucoup de choses. C'est comme dans les médias écrits, d'ailleurs. Hein, on a eu l'occasion de porter devant le Conseil de l'Ordre à la Sofcote un chirurgien qui s'était, dans un journal, un média écrit de grand public, avait vanté une technique qui, soi-disant, était supérieure à toutes les autres. Mais donc, ce n'est pas particulier, mais il y a eu une ouverture de plus en plus en considérant que l'exercice de la médecine était un service assez comparable à tous les autres. Alors après, il y a effectivement 2 articles qui ont été précisés pour expliquer qu'il fallait que ça soit dans un but d'information du public, pour la santé publique, etc. Mais tout le monde sait en pratique combien il est difficile et ambigu de faire la part entre une publicité personnelle et je veux dire une information à viser vraiment d'information du public sur le plan sanitaire. Donc c'est un petit peu hypocrite, disons. Mais c'est une ouverture vers le fait de considérer que toute cette communication est une communication. D'ailleurs, je voulais dire, enfin je ne voulais pas intervenir pour ça, mais puisque
vous me posez la question, mais j'ai remarqué que dans la dernière intervention, reviennent sans arrêt les problèmes de business. Malgré votre intervention, Monsieur le Président, on voit que la communication est uniquement destinée, et ces sites sont faits pour des chirurgiens libéraux, c'est écrit, c'est pas moi qui l'invente, c'est du business. Et j'étais un ancien chirurgien libéral, hein, je n'ai strictement rien contre les libéraux, mais c'est une évolution du système. L'utilisation des réseaux sociaux par tous les CHU de France et toutes les cliniques privées, mais des CHU de France. Il y a une différence. Monsieur le Président. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que l'académie. Non, il y a une différence fondamentale entre l'utilisation des réseaux sociaux par une institution comme l'académie, et là, je trouve que c'est superbe, c'est pas le problème. Je veux dire, un hôpital, une académie, etc., ça, c'est pas le problème. C'est l'utilisation d'un outil pour vraiment une information générale et qui ne fait de publicité à personne. Je veux dire, c'est tout à fait différent quand c'est une personne qui a un exercice individuel et qui communique sur ses réseaux sociaux. C'est le jour et la nuit. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre intervention qui était tout à fait justifiée. Sur cette différence un petit peu effectivement de degré et de nature. On va devoir passer à la communication suivante on va poursuivre le débat juridique avec Maître. Merci beaucoup.